de transformation digitale pendant notre réunion de production du lundi matin, je pouvais entendre les machines à commande numérique de l'atelier 3 tourner à 200 tours minute au-dessus des spécifications. Ce bruit de grincement signifiait des ennuis, mais pas le genre d'ennui qu'elle était sur le point de créer. Je m'appelle Marc Lefebvre, j'ai 46 ans, et je dirige les opérations chez les industries mécaniques du Rhône depuis 15 ans. Avant cela, j'ai passé 8 ans dans la Marine nationale à travailler sur les systèmes électriques des navires de guerre. On apprend très vite que quand quelque chose tombe en panne en mer, il vaut mieux savoir comment le réparer avec ce qu'on a dans sa caisse à outils. Pas question d'appeler le support technique quand on est à 800 km des côtes. Léa se tenait devant la salle de pause, portant un tailleur qui coûtait probablement plus cher que le crédit mensuel de mon utilitaire, tenant sa tablette comme si elle contenait les secrets de l'univers. L'odeur de ce kombucha mélangé à l'huile de machine provenant de l'atelier me soulevait le cœur. « Équipe », dit-elle, et je pouvais déjà dire que ça n'allait pas être bon. Nous pivotons vers une intégration complète de l'automatisation. Le paysage manufacturier évolue et nos processus actuels créent des inefficacités dans notre rendement opérationnel. J'ai pris une gorgée de mon thermos. Le même que j'utilisais depuis 12 ans. Le café était encore chaud, ce qui signifiait que l'équipe du matin tournait comme prévu. Contrairement à cette réunion. Qu'est-ce que cela signifie exactement, Léa ? Ai-je demandé, en posant le thermos sur la table avec un bruit sourd et délibéré. Cela signifie que nous mettons en œuvre des protocoles de fabrication intelligente. Un contrôle qualité piloté par l'intelligence artificielle, des algorithmes de maintenance prédictive et une optimisation en temps réel sur toutes les lignes de production. Elle a balayé l'écran de sa tablette comme si elle dirigeait un orchestre. Votre style de gestion, Marc, semble très ancré dans le passé. Il n'est pas en phase avec notre évolution numérique. Ancré dans le passé. Je l'ai regardé un instant. L'usine derrière nous bourdonnait avec 25 lignes de production tournant à 87% d'efficacité. Nous n'avions pas manqué un délai de livraison en 18 mois. Notre taux de rebut était de 0,3% en dessous de la norme du secteur. Mais apparemment, c'était une pensée obsolète. Tu me renvoies, Léa. Ce n'est pas un licenciement, a-t-elle corrigé, sa voix prenant ce ton répété qu'ils enseignent probablement dans son programme de master en école de commerce. C'est un réalignement stratégique. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut embrasser l'intégration technologique sans résistance au changement. J'ai regardé l'horloge au mur. 13h20. La synchronisation qualité de l'après-midi était prévue pour 13h35. Cette synchronisation nécessitait mon autorisation biométrique pour vérifier les paramètres de production. Sans cela, les protocoles de sécurité supposeraient une brèche de sécurité et arrêteraient chaque ligne de l'usine. Très bien, j'ai dit en me levant. Tu veux du changement. Tu l'as. Je n'ai rien claqué. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste mis la main dans ma poche, j'ai sorti mon badge de sécurité et je l'ai fait glisser sur la table vers elle. Le badge avait une accréditation de niveau 4. Plus élevé que la sienne. Tu as 15 minutes, j'ai dit. Léa avait l'air confuse. 15 minutes pourquoi ? Pour trouver comment faire fonctionner cet endroit sans moi. Le truc avec les systèmes de fabrication, c'est qu'ils sont construits par couches. Vous avez vos machines de base, puis vos systèmes de contrôle, puis vos protocoles de sécurité, puis votre assurance qualité. Chaque couche dépend de celle du dessous. Retirez la mauvaise pièce et tout s'effondre comme un château de cartes dans un ouragan. Le système se verrouillera automatiquement à 13h35 si je n'autorise pas la synchronisation qualité, ai-je expliqué en marchant vers la porte. Quand cela arrivera, chaque ligne de production s'arrêtera. Pas de pause. Un arrêt total. Les bandes transporteuses se verrouillent, les machines passent en mode sécurité et les robots d'assemblage se garent. Léa a ri, mais cela semblait nerveux. L'équipe informatique a dit que tout était basé sur le cloud maintenant. Nous pouvons passer outre n'importe quelle restriction du passé. L'équipe informatique. 2 gars qu'elle avait embauchés parce qu'ils avaient des certificats dans un domaine appelé Internet des objets industriels. Bonne chance avec ça. J'ai traversé le sol de l'usine une dernière fois. Passé les presses à emboutir qui pouvaient transformer des tôles en pièces de précision en 12 secondes. Passé les stations de soudage où les étincelles volaient en arc contrôlé. Passé la ligne d'assemblage où des ouvriers que j'avais formés assemblaient des produits qui dureraient 20 ans. Le bruit des machines était une musique pour moi.
Le battement rythmique des presses hydrauliques, le sifflement des moteurs de convoyeurs, le souffle régulier des outils pneumatiques. Après 15 ans, je connaissais chaque son que cet endroit produisait. Je pourrais marcher ici les yeux bandés et vous dire quelle machine a besoin de maintenance juste en écoutant. Mon téléphone a vibré alors que j'atteignais le parking. 13h36. Pile à l'heure. Alerte système, autorisation de synchronisation qualité manquante. Ligne de production un entrant en mode sécurité. J'ai allumé une cigarette. Oui, je sais. Mauvaise habitude. Mais après avoir respiré de la poussière métallique et des vapeurs de solvant pendant 15 ans, le tabac est le cadet de mes soucis. Je me suis appuyé contre ma camionnette et j'ai regardé le quai de chargement. Dans environ 30 secondes, les chariots élévateurs s'arrêteraient de bouger. Les caristes commenceraient à regarder autour d'eux, confus. Mon téléphone a vibré à nouveau. Puis encore. Le groupe de discussion s'illuminait. Nicolas Clément, notre technicien système, demandait pourquoi les robots se garaient. Michel Torrent, responsable qualité, disait que le tableau de bord affichait 0 production active et demandait s'il s'agissait d'un exercice. Stéphane Morel, le superviseur de nuit, disait que les lignes de l'équipe de jour affichaient tout un arrêt d'urgence. J'ai pris une autre bouffée et j'ai levé les yeux vers les fenêtres des bureaux au 2e étage. Léa était probablement en train de fixer des écrans remplis de voyants d'alerte rouge en ce moment. Le tableau de bord de production en temps réel qu'elle avait installé le mois dernier allait devenir très éducatif. Voici ce qu'elle ne comprenait pas. Ces protocoles de fabrication intelligente qu'elle voulait. Ils fonctionnaient déjà. Depuis 3 ans. Mais ils n'étaient pas contrôlés par un système d'intelligence artificielle basé sur le cloud. Ils étaient contrôlés par des scripts personnalisés que j'avais écrits, tournant sur des serveurs au sous-sol qui étaient plus vieux que son diplôme universitaire. La synchronisation qualité n'était pas seulement une vérification des mesures. C'était le cœur de toute l'opération. Toutes les 90 minutes, elle vérifiait que toutes les machines fonctionnaient dans les tolérances, que tous les systèmes de sécurité étaient actifs et que tous les paramètres de production étaient au vert. Manquait cette synchronisation, et le système supposait que quelque chose de catastrophique s'était produit. Mon téléphone a sonné. Léa Roche, PDG. J'ai laissé sonner. Qu'il transpire un peu. Le truc avec 25 lignes de production qui s'arrêtent soudainement, c'est que cela crée un effet domino. Les matières premières s'accumulent à la réception. Les produits finis ne peuvent pas être expédiés. Les commandes des clients qui devaient partir aujourd'hui sont maintenant bloquées sur des convoyeurs à l'arrêt. Et le système de planification automatisé, voyant une capacité de production nulle, commence à tout repousser à demain. Puis à la semaine prochaine. Puis au mois prochain. J'ai fini ma cigarette et je suis monté dans mon véhicule. J'avais un arrêt à faire avant que cela ne soit fini. Le trajet jusqu'à chez Gérard Morel a pris 20 minutes. Assez longtemps pour que mon téléphone vibre 47 fois avec des messages de plus en plus désespérés. Assez longtemps pour que Léa découvre que redémarrer les serveurs ne servirait à rien. Assez longtemps pour que le premier client appelle pour demander où était sa commande. La maison de Gérard se trouvait sur un grand terrain à l'extérieur de la ville. Rien de luxueux, juste du solide. Comme tout ce qu'il avait jamais construit. Son atelier était plus grand que les garages de la plupart des gens, rempli d'outils qui servaient réellement. Je l'ai trouvé à son établi, en train de reconstruire un carburateur d'une vieille Alpine. « Tu ne devrais pas être au travail ?» a-t-il demandé sans lever les yeux. Gérard Morel avait 72 ans et pouvait encore travailler plus dur que la plupart des gars ayant la moitié de son âge. J'ai été réaligné, j'ai dit. Ma fréquence opérationnelle ne correspondait pas à leur évolution numérique. Gérard a posé sa clé et m'a regardé. Il m'a vraiment regardé. Nous avions déjà vécu cette danse, il y a 8 ans, quand le précédent PDG avait essayé de délocaliser la production. Cela ne s'était pas bien terminé pour lui. Léa, a-t-il demandé. Ouais. Gérard s'est essuyé les mains sur un chiffon. Quels sont les dégâts? Arrêt total de l'usine. 25 lignes à l'arrêt. Synchronisation qualité verrouillée. Cela leur coûte probablement 200 000 € rien que pour la première heure. Gérard a attrapé une bouteille de vieux cognac posée sur son établi. De la bonne qualité. Le genre qu'on sirote. Il a versé 2 verres et en a fait glisser un vers moi. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle a fait?
Elle commence à s'en rendre compte. Le téléphone de Gérard a sonné. Le vieux téléphone à cadran qu'il gardait dans l'atelier parce qu'il disait que c'était le seul qui fonctionnait quand le courant sautait. Il a répondu à la 3e sonnerie. Morel à l'appareil. Je pouvais entendre des cris à l'autre bout de la ligne. Plusieurs voix, parlant tout en même temps. Gérard a éloigné le téléphone de son oreille et m'a fait un clin d'œil. Ralenti, Jean-Pierre, a dit Gérard dans le téléphone. Qu'est-ce que tu dis? L'usine est arrêtée. Comment est-ce possible? Il souriait comme un chat qui vient de trouver la cage du canari ouverte. Jean-Pierre Dubois était le président du conseil d'administration. Un gars assez sympa, mais il comprenait la fabrication aussi bien que je comprenais la physique quantique. Écoute Jean-Pierre, a continué Gérard, je t'ai dit quand je me suis retiré que les opérations étaient le département de Marc. On ne touche pas aux opérations. Un silence. Comment ça, Léa l'a licencié? Cette gamine n'a pas l'autorité pour licencier le directeur des opérations. Encore des cris au téléphone. Le sourire de Gérard a disparu. Mets-moi en haut-parleur, Jean-Pierre. Je veux parler à tout le conseil. Il m'a fait signe de m'approcher du téléphone. Messieurs, la voix de Gérard a pris ce ton dont je me souvenais quand j'apprenais le métier. Vous avez un problème. Vous avez laissé ma belle-fille licencier le seul homme qui sait comment faire tourner cette usine. Marc Lefebvre n'est pas juste un employé. Il est le système nerveux central de toute l'opération. Nous pouvons faire appel à des consultants, a dit quelqu'un. Embaucher des spécialistes pour remettre les systèmes en ligne. Gérard a ri. Pas un son plaisant. Des consultants. Vous pensez qu'un étranger peut débarquer et comprendre 15 ans de modifications personnalisées, de solutions de contournement et de connaissances institutionnelles. Cette usine fonctionne sur des relations, pas seulement sur des procédures. Marc connaît chaque machine, chaque opérateur, chaque particularité du système. Le silence à l'autre bout était révélateur. Il commençait à comprendre l'ampleur de ce que Léa avait fait. Chaque minute où ces lignes sont arrêtées vous coûte 3 400 €, a poursuivi Gérard. Vous voulez faire le calcul de combien ce petit réalignement stratégique va vous coûter. Parce que je peux vous dire tout de suite, c'est beaucoup plus que le salaire de Marc. Je pouvais entendre des bruits de papier, des chuchotements urgents. Les membres du conseil faisaient des calculs de dégâts en temps réel. Qu'est-ce que tu veux, Gérard? C'était encore Jean-Pierre, sa voix plus petite maintenant. Je veux que Marc soit réintégré. Pas comme directeur des opérations. Comme vice-président des opérations. Pleine autorité sur l'usine. Aucune interférence de Léa ou de n'importe qui d'autre. Triple son salaire actuel, et ramène les gens qu'elle a licenciés de son équipe. C'est une augmentation significative de la rémunération. Jean-Pierre, a dit Gérard, sa voix devenant plus calme, ce qui la rendait plus dangereuse. Chaque minute où ces lignes sont arrêtées vous coûte 3 400 €. Tu veux négocier le salaire ou tu veux recommencer à gagner de l'argent? Silence au téléphone. Je pouvais les imaginer dans cette salle de conseil, des costumes chers et des visages inquiets, faisant le calcul. 2 heures d'arrêt signifiaient déjà 408 000 € de production perdue. D'ici demain matin, si cela continuait, il ferait face à plus d'1 million d'euros de dommages. Et encore une chose, a continué Gérard. Léa est déplacée vers quelque chose qu'elle ne peut pas casser. Le marketing, les partenariats stratégiques, tout ce qui l'a fait se sentir importante. Mais elle ne s'approche plus jamais des opérations. C'est la famille, Gérard. L'entreprise aussi. Alors, qu'est-ce que ce sera? Encore des chuchotements urgents. Le son de quelqu'un tapant frénétiquement sur un ordinateur. Une chaise grinçant sous le stress. Nous avons besoin de temps pour discuter des conditions. Non, Gérard les a coupés. Vous avez besoin que Marc soit de retour en ligne dans l'heure qui vient, où vous allez avoir 25 lignes de production à l'arrêt toute la nuit. Vous savez ce que cela fait à vos calendriers de livraison. Vos contrats clients. Le cours de vos actions quand cela fera les gros titres. Cela a attiré leur attention. Rien ne faisait plus peur aux membres du conseil qu'une mauvaise publicité et des actionnaires en colère. Très bien, a fini par dire Jean-Pierre. Rédigez les contrats. Marc devient vice-président des opérations, pleine autorité sur l'usine, augmentation de salaire comme convenu.
Léa passe au développement stratégique. Mais Marc doit remettre ses lignes en marche aujourd'hui. Gérard m'a regardé et a fait un clin d'œil. Marc est à 20 minutes. Préparez les documents pour quand il franchira la porte. Il a raccroché et s'est versé un autre cognac. Ça fait du bien de le rappeler qui dirige réellement les choses ici. Tu n'étais pas obligé de faire ça, j'ai dit. Bien sûr que si. J'ai construit cette entreprise avec des semaines de 60 heures et des dîners de famille manqués. J'ai raté tes matchs de foot pour réparer du matériel en panne le week-end. Je ne vais pas regarder une gamine avec un master en ligne détruire ce qu'il a fallu 25 ans pour bâtir. Gérard avait fondé les industries mécaniques du Rhône en 1999 avec 2 tours d'occasion et un rêve. Il a travaillé 7 jours sur 7 pendant les 5 premières années, dormant sur un lit de camp dans le bureau plus souvent qu'il ne dormait chez lui. Au moment où j'ai rejoint l'entreprise en 2009, il en avait fait l'usine de fabrication métallique la plus fiable de la région. Elle part d'une bonne intention, j'ai dit à propos de Léa. Elle ne comprend juste pas comment les choses fonctionnent réellement. L'enfer est pavé de bonnes intentions, Marc. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Gérard a fini son cognac et s'est levé. Allez. Allons te voir reprendre ton entreprise. Le trajet de retour a pris 25 minutes. Assez longtemps pour que mon téléphone arrête de vibrer avec des messages de panique et commence à vibrer avec des messages différents. Des avocats appelant pour les détails du contrat. Des comptables voulant vérifier les chiffres des salaires. Les ressources humaines posant des questions sur les réintégrations de l'équipe. Le parking ressemblait à une zone de catastrophe. Des camions reculaient jusqu'à la route nationale, les chauffeurs traînant en fumant et en regardant leur téléphone. La deuxième équipe était arrivée en avance, confuse de voir que rien ne bougeait. Les superviseurs marchaient avec des presse-papiers, essayant d'avoir l'air occupés pendant que tout restait mort. J'ai traversé l'usine comme si l'endroit m'appartenait. Ce qui, d'une certaine manière, était le cas maintenant. Les machines étaient silencieuses, à l'exception du ronflement du système de ventilation. 25 lignes de production d'équipement, à l'arrêt parce qu'une personne n'avait pas compris la différence entre innovation et destruction. Les ouvriers qui m'ont vu arriver ont commencé à se rassembler. C'étaient des gens que j'avais embauchés, formés, avec qui j'avais travaillé pendant plus d'une décennie. Ils avaient l'air soulagés de me voir. Les lignes redémarrent, Monsieur Lefebvre, a demandé Thomas Martinez, l'un de mes meilleurs conducteurs de presse. Donne-moi 10 minutes, Thomas. On va te remettre au boulot. Léa était dans la salle de conférence, entourée de son équipe de transformation digitale et de la moitié du conseil d'administration. Quand je suis entré avec Gérard derrière moi, la pièce est devenue silencieuse. Léa avait l'air d'être passée dans une machine à laver. Ses cheveux parfaits étaient ébouriffés et il y avait des taches de café sur ce tailleur coûteux. Jean-Pierre Dubois s'est levé et m'a tendu un dossier. Le contrat est signé. Bon retour, Marc. En tant que vice-président des opérations. J'ai ouvert le dossier et parcouru les conditions. Titre de vice-président, salaire de 185 000 €, autonomie opérationnelle complète, autorité pour réembaucher mon équipe avec 20% d'augmentation pour tout le monde. Tout ce que Gérard avait négocié. Le système est arrêté depuis 3 heures, j'ai dit en posant le dossier sur la table. Cela vous a coûté environ 600 000 € de perte de production. 80 000 de plus en expédition retardée. La confiance des clients, c'est plus difficile à calculer. Léa a levé les yeux vers moi, ses yeux rouges de ce que je supposais être soit du stress soit des larmes. Peut-être les deux. Le conseil a dit que tu es. Que nous devons. Je sais ce que le conseil a dit. Je me suis dirigé vers le terminal de contrôle au mur. Tout le monde dehors, sauf Léa. La pièce s'est vidée rapidement. Même Gérard est sorti, bien que je puisse le voir sourire à travers la porte vitrée. Voici comment ça marche, j'ai dit en plaçant mon pouce sur le scanner biométrique. Tu ne te mêles plus des opérations. Plus du tout. Tu veux transformer quelque chose, va transformer le département marketing. Peins la salle de pause en violet. Installe un coin de méditation. Je m'en fiche. Mais l'atelier m'appartient. Le scanner a bipé. Autorisation acceptée. La transformation digitale. Léa a commencé à dire. Elle est déjà faite, j'ai interrompu. Elle l'est depuis des années. Nous avons des capteurs sur chaque machine, des algorithmes de maintenance prédictive,
un suivi de la qualité en temps réel. La différence, c'est que c'est contrôlé par des gens qui comprennent la fabrication, pas par des gens qui comprennent les mots à la mode. J'ai tapé ma séquence de redémarrage. Une série de commandes que j'avais écrites il y a des années pour exactement cette situation. Initialisation du système. Réinitialisation des protocoles de sécurité. Restauration des paramètres de qualité. Séquence d'activation des lignes de production. L'usine a pris vie autour de nous. Le bourdonnement lointain des moteurs qui démarrent. Le sifflement des bandes transporteuses qui commencent à bouger. Le battement rythmique des presses hydrauliques qui reviennent en ligne. De la musique à mes oreilles. Les lignes seront de retour à pleine production dans 30 minutes, j'ai dit en terminant la procédure de redémarrage. Ton travail est de ne pas rester dans le passage et de laisser les adultes travailler. Léa a hoché la tête, paraissant plus petite que je ne l'avais jamais vue. Je pensais juste. Je pensais que nous devions moderniser. Tout ce que je lisais disait que la fabrication traditionnelle était en train de mourir. J'ai adouci un peu mon ton. Elle était jeune, inexpérimentée, mais pas malveillante. Léa, nous sommes modernisés. Nous n'en faisons juste pas tout un plat. Tu vois cet écran. J'ai pointé le moniteur de production. Ce sont des données en temps réel de chaque machine de l'atelier. Analyse prédictive, contrôle qualité, optimisation de l'efficacité. Tout y est. Mais c'est construit par des gens qui comprennent ce que nous faisons réellement ici. Elle a regardé l'écran, observant les indicateurs verts commencer à apparaître sur les 25 lignes de production. Je ne savais pas. C'est le problème. Tu n'as pas demandé. J'ai ramassé mon thermos et me suis dirigé vers la porte. Reste au marketing. Laisse-nous la fabrication. Gérard attendait dans le couloir, appuyé contre le mur les bras croisés. Comment l'a-t-elle pris? Mieux que prévu. Je pense qu'elle a compris maintenant. Bien. Allez, allons voir la magie opérer. Nous avons marché ensemble dans l'atelier. La transformation était déjà en cours. Les convoyeurs bougeaient à nouveau, transportant des pièces d'un poste à l'autre. Les machines à commande numérique reprenaient vie, leur précision contrôlée par ordinateur transformant le métal brut en composants finis. Les ouvriers retournaient à leur poste, vérifiant leur équipement, retrouvant leur rythme. Thomas Martinez m'a fait signe depuis la presse numéro 3. Ça fait plaisir, monsieur Lefebvre. Ça tourne comme du velours par ici. C'est ce que j'aime entendre, Thomas. Michel Torrent est apparu à mes côtés, son presse-papier à la main. Les paramètres de qualité sont tous au vert. Aucun dommage dû à l'arrêt. Nous serons de retour à pleine efficacité d'ici 1 heure. Excellent. Comment est le moral de l'équipe? Au sommet. La nouvelle s'est déjà répandue que vous êtes de retour en tant que vice-président. Les gens parlent aussi des 20% d'augmentation. Elle a souri. Je pense que vous avez la main-d'œuvre la plus fidèle de toute la France maintenant. Au cours des heures suivantes, j'ai fait ma tournée. Vérifiant chaque ligne de production, parlant avec les opérateurs, m'assurant que tout fonctionnait sans accroc. Nicolas Clément faisait ronronner les systèmes informatiques comme un moteur bien réglé. Stéphane Morel coordonnait avec les chauffeurs de camions pour remettre les expéditions sur les rails. À 18 h, nous avions récupéré la majeure partie de la production perdue. Les commandes clients qui auraient dû partir ce matin étaient chargées et sortaient du quai. Le système de planification automatisé avait tout recalculé et nous étions à nouveau sur la bonne voie pour la semaine. Gérard m'a trouvé dans mon nouveau bureau. Le bureau de vice-président avec des fenêtres surplombant tout l'atelier. Il a frappé sur le cadre de la porte même si elle était ouverte. Ça dérange si un vieux entre. C'est ton entreprise, Gérard. Elle le sera toujours. Il s'est installé dans la chaise en face de mon bureau avec un grognement. Le genou me fait mal. Trop d'années à ramper sous les machines. Il a regardé par la fenêtre l'atelier en pleine effervescence. On entend de bons bruits là-bas. Le bruit de la façon dont ça devrait être. On va s'en sortir. Mieux que s'en sortir, en fait. Je vais mettre en œuvre ce programme d'apprentissage dont nous avons parlé. Associer les gars expérimentés aux plus jeunes. M'assurer que toute cette connaissance ne s'en aille pas quand les gens prennent leur retraite. Gérard a hoché la tête d'un air approbateur. Intelligent. Et pour Léa. Elle trouve sa place.
Le marketing pourrait bénéficier de quelques idées fraîches, en fait. Tant qu'elle reste loin des opérations, on s'entendra bien. Et toi? Ça te fait quoi d'être vice-président? Je me suis adossé à ma chaise et j'ai écouté les bruits de l'usine. Le rythme régulier de la production, le bourdonnement des machines, l'appel occasionnel d'un ouvrier à un autre. C'était le son de gens fabriquant des choses, créant de la valeur, faisant un travail qui comptait. J'ai l'impression d'être là où j'aurais dû être depuis le début. Gérard a souri et s'est levé. Je rentre à la maison. Martha fait un rôti de bœuf ce soir, et si je suis en retard, elle le donnera au chien. Il s'est arrêté à la porte. Tu as bien agi aujourd'hui, Marc. Vraiment bien. Après son départ, je suis resté au bureau pendant 1 heure de plus, regardant l'équipe de nuit prendre le relais de l'équipe de jour. Des transitions fluides, pas de hockey, tout fonctionnant comme sur des roulettes. À 19h30, j'ai enfin rangé mes affaires et je suis rentré chez moi. 3 mois plus tard, les industries mécaniques du Rhône affichaient des bénéfices trimestriels records. Le programme d'apprentissage battait son plein, avec 12 ouvriers expérimentés encadrant les nouvelles recrues. Nous avions décroché 2 contrats majeurs, en partie parce que notre réputation de livraison fiable s'était propagée à de nouveaux clients. Léa avait trouvé ses marques dans le marketing et les partenariats stratégiques. Elle avait arrêté d'essayer de révolutionner la fabrication et avait commencé à se concentrer sur l'histoire de ce que nous faisions réellement. Il s'est avéré qu'elle était plutôt douée pour ça quand elle n'essayait pas de réparer des choses qui n'étaient pas cassées. La transformation digitale qu'elle voulait. Nous avons mis en œuvre de nouveaux systèmes, mais progressivement, avec l'avis des personnes qui les utilisaient réellement. Pas de révolution, juste une évolution. La façon dont le changement devrait se produire. Je parcourais l'atelier un mardi matin, café à la main, quand Thomas Martinez m'a appelé depuis son poste. « Eh, monsieur Lefebvre. Vous avez appris la nouvelle. Le nouveau contrat est passé. Celui pour les pièces automobiles. On dirait qu'on va ajouter une 3e équipe. C'est une excellente nouvelle, Thomas. Il est temps de commencer à chercher d'autres bonnes personnes à former. » J'ai fini mon café et j'ai regardé l'atelier bourdonnant autour de moi. 25 lignes de production tournant à leur efficacité maximale. Des ouvriers qui connaissaient leur métier et étaient fiers de leur travail. Une entreprise qui valorisait l'expérience et l'expertise plutôt que les mots à la mode et la disruption. Parfois, les vieilles méthodes fonctionnent mieux. Il faut juste savoir quand les utiliser et, plus important encore, avoir le courage de défendre ce qui fonctionne quand quelqu'un essaie de réparer ce qui n'est pas cassé. L'équipe du matin prenait son rythme. Une autre journée à fabriquer des choses, à résoudre des problèmes et à prouver que l'expérience et la connaissance comptent toujours dans ce monde. Je ne pouvais rien demander de plus que cela. Et à la fin de la journée, c'est à cela que ressemble la vraie satisfaction. Parce qu'à la fin de la journée, on ne peut pas automatiser l'expérience. Cette histoire met en lumière une réalité que beaucoup d'entre nous ont vécue dans le monde professionnel moderne. Le conflit entre la théorie apprise sur les bancs des grandes écoles et la réalité concrète du terrain est un sujet universel. Souvent, de jeunes cadres arrivent avec une volonté de tout révolutionner sans prendre le temps de comprendre les rouages complexes qui font le succès d'une entreprise. Comme on le voit avec Marc et Léa, la véritable efficacité ne naît pas de la suppression des méthodes anciennes, mais de l'alliance entre l'innovation technologique et l'expérience irremplaçable des anciens. Le respect des compétences techniques et du savoir-faire artisanal reste le pilier de toute industrie solide. L'automatisation et l'intelligence artificielle sont des outils formidables, mais sans une main humaine experte pour les guider et comprendre les nuances d'une machine, elles ne restent que des lignes de code inefficaces face à l'imprévu. Il est essentiel de rappeler que derrière chaque chiffre de productivité, il y a des hommes et des femmes dont l'instinct et la connaissance ne pourront jamais être totalement remplacés par un algorithme. Avez-vous déjà été témoin d'une situation où un nouveau manager a failli tout détruire en voulant trop innover, ou au contraire, avez-vous un exemple où l'expérience a sauvé la mise à votre entreprise? Partagez vos anecdotes en commentaire.